Macan à moi, épisode 2. Bien évidemment, par définition, on en est encore à l'avant-CAN, à raconter le passé. On attaque aujourd'hui avec toutes les CAN que j'ai vécues en direct, sur place, à partir de 1992. Alors mon histoire avec la CAN démarre en 92, plus précisément en 91 d'ailleurs, parce que quand Canal découvre, quand Canal signe la CAN, c'est une véritable découverte. On ne sait pas grand-chose sur la manière dont le foot africain est traité, et la CAN en particulier. Et donc on m'envoie un an avant à Dakar, parce qu'il y a un tournoi amical entre Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, et une quatrième équipe, et c'est un tournoi de préparation et préparation aussi pour nous pour découvrir un peu. Mais bon, ça c'est juste 2-3 jours, et ma véritable découverte de l'Afrique et de la CAN, c'est bien évidemment 92, Dakar, Ziguinchor, les deux villes organisatrices des deux lieux de match de cette Coupe d'Afrique 92. Et alors, je suis un petit peu en terrain favorable parce qu'il y a Claude Leroy qui est le sélectionneur du Sénégal et qui est déjà un ami à l'époque, et donc ça m'aide un petit peu. Mais on m'a toujours demandé pourquoi finalement l'Afrique. Tout simplement par curiosité. Moi j'ai levé le doigt quand Charles Bietri a dit on a signé la CAN, ça intéresse quelqu'un. J'ai été le seul à lever le doigt dans le service des sports à Canal. Mais je ne connaissais pas l'Afrique du tout par définition, comme je viens de le dire. C'est juste la curiosité qui m'a mené ensuite, ou avant, en Afrique, en Amérique du Sud, qui m'a mené à faire la Coupe intercontinentale à Tokyo, etc. À chaque fois je levais le doigt, j'étais celui qui avait l'appétit de voyage dans le service. Et je dois dire que cette découverte, elle est phénoménale pour moi. On me demande toujours pourquoi je suis passionné de foot africain. Non, en fait, je suis devenu un passionné de l'Afrique, plus que de foot africain, dans le sens où ce football est certes différent, certes attrayant, mais je dirais que c'est plus les hommes qui me passionnent, et les hommes, les rencontres, l'état d'esprit qu'il y a autour de cette compétition, autour de l'Afrique en général, mais du football en particulier. Il y a quelque chose qui m'anime et que vous allez retrouver dans quelques anecdotes, dans les hôtels, l'accès qu'on a, la facilité d'accès qu'on a aux équipes, vraiment à la fois pour le travail et puis pour l'enrichissement humain, c'est absolument incomparable avec ce que j'ai vécu sur des Coupes du Monde ou des Euros, où bon, voilà, on vit des compétitions grandioses, mais en termes professionnels, on a beaucoup de mal à avoir des rapports humains avec les acteurs. Ils sont complètement dans leur bulle et c'est tout à fait normal. La CAN, c'est autre chose. Une anecdote d'ailleurs pour mon premier vrai contact. Enfin, c'est pas les premiers matchs. J'ai évidemment fait beaucoup de matchs avant ce quart de finale, mais Sénégal-Cameroun m'a marqué. Parce que d'abord c'est un match phénoménal, c'est Leroy, les anciens joueurs de Leroy contre ces nouveaux. Et puis on est surtout à une époque où il n'y a pas de feuille de match, où il faut se débrouiller pour avoir les équipes. Et donc je traverse, parce qu'évidemment les vestiaires sont tout à l'autre bout de l'autre côté du stade Léopold Sédar Senghor, et donc il faut traverser tout pour aller trouver un peu les joueurs, enfin si ce n'est les joueurs, mais du moins l'encadrement, et du coup avoir quelques informations. Et là, je découvre quelque chose que je ne connaissais pas. Je m'attends à arriver dans un couloir et puis à pouvoir voir des personnes, et puis pouvoir, comme sur un match du championnat de France, avoir quelques infos comme ça. Et là, j'arrive et pim pam poum, les Camerounais sont en train de sortir les points pour impressionner les Sénégalais. Alors que les équipes allaient pour s'échauffer, rentraient allaient vers le terrain pour s'échauffer. Ça se bagarre dans tous les sens, du coup je manque un petit peu d'informations, mais surtout j'en apprends beaucoup sur la manière dont le football africain s'exprime en dehors du terrain. Le Sénégal est éliminé, voilà, on pleure un peu avec Claude, mais en même temps je suis un passionné du Cameroun depuis la Coupe du Monde 90, donc quelque part, bon, voilà, c'est ainsi. Le Cameroun qui n'ira pas au bout. La grande équipe de cette édition 92, c'est le Ghana, et notamment un Abedi Pelé absolument fantastique. Et il y a un véritable drame en demi-finale où il élimine, lui perso, en plus de son équipe, mais lui perso est phénoménal contre le Nigeria.
il se qualifie pour la finale, mais prend un carton jaune qui le suspend pour la finale, et c'est assez dramatique d'avoir cette finale sans Abedi Pelé et avec une équipe du Ghana qui en plus va perdre contre une Côte d'Ivoire qui n'était pas la meilleure de toutes les générations, mais qui est une équipe très, très soudée et qui va au bout en prolongation, au tir au but, et qui arrive par étape à aller au bout grâce à Guaméné, qui réalise des prouesses sur les tirs au but, et il emmène l'équipe jusqu'au bout. Alors il y a Thierry Joël qui est un copain qui jouait au Havre. Il y a Magui Serge que je vais retrouver à jouer, je vais me retrouver à jouer avec lui des années après. Mais disons que cette équipe de Côte d'Ivoire n'était pas du tout la meilleure qu'on ait connue, mais c'est elle qui va au bout de ce tournoi. Passons très vite sur 94, parce que c'est une Coupe d'Afrique malheureuse. La Tunisie en est l'organisatrice. Elle est éliminée au bout de 2 matchs. C'est-à-dire qu'au bout de 4 jours de compétition, l'équipe locale est éliminée. À l'époque, il n'y a que 12 équipes, donc c'est des groupes de 3, il n'y a que 2 matchs au premier tour. Et au bout de 4 jours, la Tunisie est éliminée. Enfin, c'est dramatique. Et on se retrouve avec des matchs avec 400 spectateurs dans le grand stade El Menza, qui compte 40 000 places. Enfin, c'est terrifiant. Même des quarts de finale, il n'y a personne. C'est très triste. Alors, voilà, c'est un assez mauvais souvenir, si ce n'est un fantastique Nigeria-Côte d'Ivoire en demi-finale, et l'avènement de l'équipe du Nigeria, qui va faire ensuite une super Coupe du Monde aux États-Unis en 94, gagner les Jeux Olympiques et être encore en 98 de la fête de la Coupe du Monde en 8e de finale. Donc c'est l'équipe qui à ce moment-là sort. Passons à 96, parce que ça c'est une année charnière. C'est politiquement d'abord, parce que l'Afrique du Sud, non seulement elle est réintégrée, mais elle organise la CAN. Ça c'est un coup politique fantastique réussi par Issa Hayatou. Au départ, je crois que c'était le Kenya qui devait organiser et puis qui, comme d'habitude, n'a pas réussi à l'organiser, parce que c'est une habitude au Kenya. Et donc, coup politique génial, Mandela est au pouvoir. Et Issa Hayatou réussit à convaincre l'Afrique du Sud d'organiser la CAN. C'est la première CAN de l'Afrique du Sud. Elle est à domicile et il l'emporte en plus. Et après un très très beau parcours, vraiment une fête absolument phénoménale, vraiment une CAN assez géniale avec une anecdote sur cette CAN je n'étais pas intime de Mandela, donc je ne peux pas vous raconter ma rencontre avec Mandela. Je ne l'ai malheureusement jamais rencontré. Mais par contre, cette proximité dont je vous parlais avec les acteurs, un soir je rentre, je sais pas, assez tard après avoir été au resto et peut-être danser un peu parce que c'est la fête après tout. On est à Port-Elizabeth, je me rappelle, et je rentre dans le couloir et il est déjà 1 ou 2 heures, 2 heures du matin peut-être, et j'entends des bruits, des gens qui parlent, une porte ouverte, une porte de chambre ouverte à mon étage. Et là, je glisse une tête et je m'aperçois que ce sont des joueurs. Alors je me rappelle qu'il y avait des Ivoiriens, et peut-être je ne me rappelle plus quelle nation était, parce que souvent à la CAN, plusieurs nations sont dans le même hôtel, plusieurs équipes, parfois 2 équipes, à l'époque peut-être un peu plus même à l'époque. Et donc ils sont là à 2 heures du mat à discuter, et ils sont en train de discuter du maraboutage, des croyances diverses et autres, et ils sont tous là à se moquer, jusqu'à ce que tout d'un coup chacun raconte son anecdote en disant « Ah mais oui, mais moi une fois j'ai vraiment vu le but bouger ». J'ai dit « Attends, tu viens de dire que tu crois pas, tu te moquais des gens ». Ah non, mais je t'assure, le but a bougé. Au moment où il allait marquer, il était devant le but vide et le but a bougé. Voilà, ça c'est la CAN, c'est l'Afrique, c'est plein de moments comme ça assez fantastiques. C'est, voilà, magique, magique. Passons à 98, une autre CAN magique, complètement dans un autre style. Autant en Afrique du Sud, ce sont des très grands stades, ce sont les stades de rugby, ce sont les stades des stades colossaux. Là, on est au Burkina Faso en 98 et c'est sans doute la CAN la plus conviviale que j'ai jamais vécue. C'est très simple, c'est sympa. Les 2 stades, c'est 3 stades d'ailleurs, parce qu'il y en a 2 à Ouaga et un à Bobo Dioulasso. Ces 3 stades, mais ils sont petits, tout est facile, tout est agréable, on se balade en mobilette, enfin voilà,
une CAN vraiment dont j'ai un remarquable souvenir de, de, de facilité, c'est une CAN intégrée à la vie locale, à la vie simple locale. Et voilà, quand on pense aux CAN un peu grandiloquentes d'aujourd'hui, bah finalement, le meilleur souvenir que j'ai d'une CAN, c'est celle-là, avec des petits stades et une ambiance très simple autour du football. C'est l'Égypte qui gagne. Pas rien de très notable dans cette CAN. L'Égypte qui bat l'Afrique du Sud, qui parvient en finale, mais rien d'extraordinaire dans cette CAN sur le plan football. Passons à 2000, parce que là, au contraire, côté football, c'est assez extraordinaire. C'est une CAN qui est à la fois une double organisation. Je pense que c'était la première fois avec Nigeria et Ghana. Et la finale est sans doute la plus belle finale que j'ai jamais vue. C'est un Nigeria-Cameroun. Cameroun naissant avec jeune Eto'o vraiment naissant au plus haut niveau, se révélant au plus haut niveau. Le duo avec Patrick Boma en attaque et une équipe du Cameroun qui est sans doute la meilleure qu'il y ait eu sur 2000-2002. C'est sans doute la meilleure équipe du Cameroun qu'il y a eu, qui malheureusement va se fracasser sur des problèmes d'organisation lors de la Coupe du Monde 2002. Sinon, c'est une équipe qui aurait peut-être joué un très grand rôle, allez savoir. En tout cas, la finale est de très très haut niveau. C'est une finale remarquable qui se termine au tir au but, que je commente avec Eugène Ekeke, je me rappelle d'ailleurs, le Camerounais qui ne jouait plus, vraiment plus du tout en équipe nationale bien évidemment, mais qui était présent. Et c'est un grand souvenir pour cette finale, surtout essentiellement à Lagos, dans une ambiance assez surréaliste. Et donc la victoire du Cameroun, qui bis en 2002 au Mali. Le Cameroun qui prend l'habitude d'ailleurs de battre les organisateurs, puisqu'ils avaient battu le Sénégal, là en 2000 ils battent le Nigeria, en 2002 ils battront le Mali en demi-finale. Et cette CAN, c'est surtout l'avènement du Sénégal, d'une grande équipe du Sénégal qui va en finale, qui est tout proche d'ailleurs, hein, ça se joue au tir au but. Elle rate, je crois que c'est Aliou Cissé qui rate le tir au but décisif, me semble-t-il, et qui se rattrapera bien après en offrant en tant que sélectionneur la CAN au Sénégal. Mais voilà, le Cameroun l'emporte à nouveau. Mais c'est le Sénégal qui sans doute ressort le plus à la génération El Hadji Diouf, qui va faire ce superbe parcours à la CAN et ensuite bien sûr à la Coupe du Monde jusqu'en quart de finale après avoir battu les champions du monde en titre français. 2004, c'est en Tunisie. Rien d'extraordinairement notable sur cette CAN, si ce n'est la prédominance des pays arabes chez eux. La Tunisie bat le Maroc en finale. Et quand c'est à domicile, on fait la loi quand on est notamment dans l'Afrique du Nord. Et c'est le cas une fois de plus, mais rien d'assez extraordinaire. Les CAN sont jamais aussi festives dans l'Afrique du Nord que dans l'Afrique subsaharienne. Voilà, c'est ainsi, c'est culturel. On est habitué au foot de haut niveau dans les pays du Nord, alors que dans les pays subsahariens où les championnats locaux souffrent énormément, la fête que constitue une CAN est absolument fantastique. 2006, on est à nouveau dans le Nord, du côté de l'Égypte. C'est l'avènement de la Côte d'Ivoire, de Drogba. La Côte d'Ivoire est sûrement la meilleure équipe du tournoi, mais en finale, l'équipe d'Henri Michel est battue au tir au but par El Hadari et l'Égypte, qui se font une spécialité de remporter des CAN, et notamment à domicile, où ils ne laissent rien. Et c'est une victoire égyptienne qui est voilà, c'est du classique, quoi, du classique. 2008, allons vite sur ces CAN. 2008, c'est au Ghana. Alors, je ne travaille pas sur la CAN 2008, bizarrement. Je crois que c'est la seule CAN où j'ai pas travaillé dessus, me semble-t-il. J'en sais rien, d'ailleurs. J'ai peut-être fait les matchs de Paris, mais en tout cas, je vais au Ghana pour voir mon ami Claude Leroy, qui est à nouveau en tant qu'organisateur avec le Ghana. Il est le sélectionneur du Ghana.
et je l'accompagne jusqu'à cette demi-finale maudite où Samuel Eto'o lui joue un sale tour. Encore le Cameroun, encore le Cameroun face à un pays organisateur, et le Ghana finalement s'incline. La victoire finale n'est pas pour le Cameroun d'ailleurs, puisque l'Égypte de Shahata fait un doublé et remporte cette CAN. Ils vont même faire un triplé, puisqu'en 2010, en Angola, c'est à nouveau l'Égypte qui va l'emporter, cette fois-ci face à une jeune équipe du Ghana. C'est la nouvelle génération, André Ayew, les champions du monde U20 du Ghana, qui vont jusqu'en finale, qui font un sacré parcours. Mais l'Égypte a encore la prééminence et l'Égypte l'emporte encore, mais c'est une CAN qui est très marquante pour moi en Angola, dans un pays pas très agréable, pas très facile. Mais il y a deux anecdotes très fortes. La première, elle est très triste, c'est que l'équipe du Togo qui a voulu, bizarrement, qui a voulu rallier par la route en passant par le territoire de Cabinda, l'Angola, et ils se font fusiller là-bas ils se font tirer dessus là-bas par des indépendantistes, et il y a des morts, il y a des blessés parmi l'encadrement, parmi les joueurs même, le gardien Obilalé notamment. Et c'est dramatique, on a une actualité absolument dramatique que je couvre en fait de Luanda. Je passe plus de temps en fait à faire les flashs pour iTélé à Luanda qu'à parler de la CAN qui ensuite se déroulera. Donc ça, c'est la première anecdote. Et la deuxième anecdote, elle est un petit peu violente d'ailleurs également, c'est que il y a Frédéric Hans qui m'appelle et qui dit, bah voilà, il avait plus de club à ce moment-là, l'entraîneur français, et il dit, tiens, j'aimerais bien découvrir la CAN, est-ce que tu peux me trouver quelque chose? Et je dis, bah oui, je lui trouve un logement, etc. Et donc on se retrouve là-bas, et là où la violence prend toute sa place, c'est qu'on veut se retrouver un soir, et le dernier soir, je crois, il doit partir ensuite, et il veut venir à pied et non en taxi de son hôtel jusqu'au mien. C'est pas très loin, mais il y a beaucoup de violence en Angola. Il se fait agresser avec une arme à feu, heureusement on ne tire pas sur lui, mais il se prend un coup de crosse dans la tête et réussit à s'échapper. Et donc, bah, ça a raffermi évidemment des liens, et on passe la soirée à deviser sur cette CAN qui n'est vraiment pas un tournoi comme les autres. J'espère que vous en êtes maintenant totalement convaincus, et que nous passerons ensemble sur cette chaîne YouTube Inémédia à l'épisode 3, qui sera donc les dernières années avant l'ouverture de cette CAN 2023 disputée en 2024 en Côte d'Ivoire. On se retrouve pour l'épisode 3.